Alors pour ma part, je ne peux pas dire quelle est ma plus grande découverte. Je peux dire qu'il y a eu des expériences qui ont été plus ou moins fondatrices et importantes, mais ma plus grande découverte, je ne peux pas en mettre une qui engloberait tous les autres. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est essentiellement des expériences d'unité qui m'ont conduit à ce travail intérieur. Et moi, ma plus grande découverte, ça a été les livres d'Alice Bailey. Après avoir pas mal travaillé dans l'ésotérisme, astrologie, tarot, numérologie, enfin bon, beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui disaient un petit peu ce qu'il y avait au-delà des apparences. Mais d'un seul coup, tomber sur les livres d'Alice Bailey, c'était vraiment un choc. Et puis, finalement, ça a orienté tout le reste de ma vie. Donc moi, j'ai rencontré les enseignements quand j'étais une jeune adolescente. Et puis j'ai tout laissé tomber pour m'intéresser à la relation humaine. Donc à la fois à la psychanalyse, au théâtre. Et puis voilà, je suis revenue aux enseignements quelques temps plus tard. Et à l'enseignement, après un parcours de psychologue en institution, de psychologue en cabinet, je suis venue à la psychosophie après. Et puis moi, après un parcours d'études musicales et puis Sciences Po, j'ai découvert cet enseignement et ça a été voilà, le changement, le bouleversement vers 30 ans. Et finalement, toute ma vie, ça a été l'enseignement à des adultes sur l'ésotérisme, sur les approches d'Alice Bailey, rendre cet enseignement un peu plus compréhensible qu'il ne l'est, a priori quand on attaque un bouquin sans avoir été un peu averti auparavant. La psychosophie, c'est une alliance. Parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, d'après nos approches respectives, que toutes les personnes qui font des recherches vont surtout dans trois sens. Ils font des recherches avec la psychologie, ils font des recherches en spiritualité, quelle que soit la spiritualité, et ils font des recherches en philosophie. C'est un petit peu les trois grands axes, vraiment d'une manière générale, sur lesquels tout le monde fait un petit peu une recherche du sens fondamental. Puis nous, on s'est aperçu, finalement, pour avoir un peu pratiqué toutes ces voies, qu'en fait, elles sont absolument inséparables. Et que si jamais on parle de spiritualité, il faut chercher à comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Donc il s'agit d'arriver à remonter un peu, à poser des questions essentielles par la philosophie, apprendre à penser par soi-même, ne pas croire simplement parce qu'on nous dit de croire. Donc c'est vraiment un apprentissage à réfléchir. Et puis en même temps, on s'aperçoit que tous ces changements dans ce que l'on approche, ça amène forcément des bouleversements psychologiques. Et puis dans les enseignements spirituels, on est incité aussi à passer du très personnel à l'impersonnel. Donc forcément, il y a un accompagnement psychologique qui est très très important, de premier ordre. Donc voilà pourquoi finalement, spiritualité, psychologie et philosophie, on a trouvé que c'était vraiment quelque chose qui était à traiter en même temps. Les trois points avancent en même temps, d'où justement cette appellation de psychosophie. Et il se trouve que l'enseignement d'Alice Bailey pourrait très bien d'ailleurs s'appeler psychosophie, parce que dans son enseignement, on retrouve complètement ces approches spirituelles, ésotériques, mentales, philosophiques, donc il y a tout, et psychologiques, tout est là. Donc voilà, c'est pas une nouvelle méthode, on n'a aucune envie de fonder un nouveau truc, voilà. C'est simplement un mot pratique qui rassemble bien un petit peu ce qu'on essaye de transmettre. Et ça, en fait, c'est aussi, d'une certaine façon, comment proposer un cheminement aux gens en recherche avec ces trois aspects. Donc, on ne peut pas véritablement avancer si on ne se connaît pas. Donc ça, c'est vraiment tout un travail de psychologie ésotérique, de reconnaissance effectivement des différentes instances qui sont les nôtres, avec le côté spirituel et le côté essentiel. Et puis donc, c'est en se connaissant soi-même qu'on peut effectivement rejoindre un certain nombre de concepts, non pas dans la façon dont on les exprime habituellement pour disserter dessus, mais
de quoi ces concepts sont-ils l'aboutissement énergétique? Puisque dans le monde de l'ésotérisme et dans le travail d'Alice Bailey, il y a une phrase qui revient souvent et qui est extrêmement intéressante, c'est tout est énergie et nous sommes des énergies manipulées par des énergies et manipulant des énergies. Donc ben voilà, c'est une belle définition, mais encore faut-il savoir ce que c'est. Et donc tout le travail, c'est d'arriver à trouver derrière les concepts de quelle énergie il est question. Non pas parce qu'on l'a appris, mais parce que cette énergie, on la ressent et on la vit à l'intérieur de nous. Et c'est tout un travail de recherche intérieure qui fait que progressivement, on reconnaît les énergies qui nous, d'une certaine façon, nous manipulent, et on peut se servir des énergies pour driver sa vie au plus près de l'intention qu'on sert. D'abord, l'être humain, c'est d'une certaine façon une cellule de l'humanité. En ce sens-là, c'est important de voir qu'on est un ensemble avant tout, et qu'on est un ensemble avant tout dont l'origine est l'esprit, est un esprit qui lui-même s'est incarné dans une âme, qui lui-même s'est incarné dans différents corps. Et donc on est un tout, avec d'une certaine façon, les Indiens disent il faut avoir les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Et ben, les pieds sur terre, c'est l'incarnation. La tête dans les nuages, c'est l'esprit. Et entre les deux, il y a l'âme qui fait la jonction entre le monde les plus hauts subtilement, vibratoirement, et les mondes les plus denses, dans lesquels nous avons un rôle à jouer pour amener le plus dense à vibrer plus subtilement de plus en plus. Parce que dans la densité, on est tous séparés, mais au niveau le plus subtil, on est tous unis. Donc comment réussir à amener cette unité dans la manifestation en faisant vibrer plus rapidement nos différents corps? Oui, alors ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il y a une chose qui est très importante dans cet enseignement, c'est de toujours situer les choses, un peu comme vient de le dire Frédéric, dans un ensemble. Donc parler de l'être humain, on ne peut pas en parler sans le resituer globalement. Et il y a quelque chose qui est fondamental, c'est l'omniprésence de la conscience. On estime que c'est ce qu'on appelle la doctrine de l'illozoïsme, bien connue, c'est-à-dire que tout est conscience. La conscience est partout, et que c'est la conscience qui crée les formes. Ça veut dire que s'il y a une forme quelconque, c'est que forcément il y a une conscience. Même une chaise, une table, un projecteur, ça a été créé par la conscience humaine. Mais s'il s'agit d'êtres vivants, ça a été créé justement par la conscience inhérente à ces êtres vivants. Et c'est intéressant parce qu'on présente justement les règnes de la nature, en restant à notre système solaire. Mais ces règnes de la nature, on est habitué au minéral, au végétal, à l'animal, à l'humain, et tout s'arrête à l'humain. Et puis donc, voilà une espèce de pyramide, et l'humain est la cerise sur le gâteau, et puis c'est tout. Et au-dessus, rien. Enfin, si, au-dessus, Dieu. Mais on ne sait pas où, ni quoi, bon voilà. Mais les règnes de la nature, c'est juste simplement minéral, végétal, animal, humain. Et quand on voit les choses, non pas d'un point de vue physique, mais d'un point de vue de la conscience, c'est là où tout change. S'apercevoir qu'en fait, la conscience, elle part de l'atome, parce que chaque atome, chaque particule, a une conscience, même si cette conscience est inimaginable pour nous tellement elle est élémentaire. Mais donc cette conscience part, on pourrait dire, de l'aspect particulier pour arriver progressivement à la conscience de tout. Ce qui, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas ce que c'est que le tout. Donc c'est une progression constante. Et cette progression, elle se fait à travers des véhicules et des écoles, parce que tout ça, ça ressemble un peu à une grande école. Et les classes, au lieu de s'appeler maternelle, primaire, secondaire, ça s'appelle minéral, végétal, animal, humain. Et les consciences passent d'un règne à un autre, de manière à pouvoir grandir. Et dans chaque règne, la conscience fait des expériences nouvelles, apprend des choses nouvelles. Donc dans le minéral, elle fait vraiment l'expérience de la structuration, de la géométrisation à travers les cristaux et les pierres précieuses. Dans le végétal, elle fait la conscience apprend la sensibilité au milieu environnant, au soleil, etc. Dans l'animal, on apprend l'intelligence, le déplacement. Et dans l'humain, on apprend la conscience de soi. Je suis conscient de moi-même, de mes pensées, de mes sentiments, et de ce que je vois. Je suis conscient de soi. Et alors si on en croit la nomenclature habituelle, la conscience s'arrête là. Et après, il y aura la conscience de Dieu dont on ne sait strictement rien. Et nous pensons que justement, ça s'inscrit dans quelque chose qui va beaucoup plus loin.
Et finalement, ce qu'on appelle l'âme, habituellement dans les écrits, c'est intéressant d'en voir en fait un nouveau règne de la nature. Justement, dans les écrits d'Alice Baillet, on dit que ce que Jésus appelait le royaume de Dieu n'est rien d'autre qu'un règne de la nature qui est le 5e règne, au-delà du 4e dès l'humain. Et comme ce n'est pas forcément un règne avec des formes différentes, mais simplement un état d'esprit différent, le 5e règne se traduit par la conscience d'ensemble, la conscience globale, la conscience de solidarité globale. Tout est un. Et donc plus on rentre dans cet état de conscience, plus on change de règne de la nature. Et puis au-dessus, il y a ce qu'on appelle le règne planétaire. Chaque planète, comme ça a été d'ailleurs pressenti par la fameuse hypothèse Gaïa, puis c'est souvent repris maintenant de plus en plus, la planète Terre est un être vivant, habité par une conscience gigantesque, qui pourrait être presque pour nous, entre guillemets, une espèce de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. En dessus, il y a le règne stellaire. Et dans le règne stellaire, chaque étoile est aussi une gigantesque conscience. Et puis certainement au-delà, peut-être, c'est pas la peine d'aller plus loin, pour en rester simplement à ce que nous connaissons. Et donc ce qui est intéressant, parce que si on en reste justement un petit peu dans ce qui est à notre portée, on découvre qu'on a 7 règnes. Donc on va depuis le minéral jusqu'au soleil, il y a 7 règnes de la nature. Et nous, le règne humain, le 4e, on est au milieu. On est le 4e et on est justement là au milieu. Et notre rôle, ce serait justement, pour rejoindre ce que disait Frédéric, c'est de capter les vibrations fondamentales donc des règnes supérieurs, de capter justement ce qui doit être, et puis le transmettre aux animaux, végétaux, minéraux, et à tous les humains en même temps. Donc c'est un petit peu ce rôle de passeur sur lequel on met un peu l'accent. Ben oui, l'être humain suit un chemin, et c'est un chemin que on a beaucoup développé, et que Patrice a beaucoup développé dans les conférences, qui est le chemin de l'involution et de l'évolution. D'ailleurs, notre dernier bouquin, ça s'appelle « Le fabuleux dessein de l'humanité », et ça raconte en détail ce chemin de l'involution et de l'évolution. Et ça raconte et ça témoigne à travers l'histoire comment effectivement on peut retrouver ces différentes phases à travers l'histoire de la psychologie, à travers l'histoire de la philosophie, à travers l'histoire des sciences physiques, etc. On voit ce chemin qui se dessine. Alors, on n'en est qu'à un moment du chemin, et puis ça va continuer. Mais c'est intéressant, mais bon, c'est bien que toi tu le développes parce que c'est quelque chose que tu connais bien théoriquement. Donc que tu parles bien théoriquement. Tu parles bien. Oui, c'est le fameux paradoxe du progrès, où on dit mais c'est fou comme l'humanité progresse scientifiquement, technologiquement, mais comme elle n'a pas l'air du tout de progresser au niveau moral. Vieux sujet philo. Et c'est pour ça qu'on s'aperçoit qu'il y a une espèce de fausse route, comme si l'humanité dégringolait au niveau moral, était presque au point de détruire sa planète, alors qu'au niveau technologique, il y a des choses absolument merveilleuses. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça s'explique à partir du moment où on pense que nous partons tous, comme l'a dit tout à l'heure Frédéric, nous partons tous d'en haut. Notre véritable nature, c'est d'être des âmes, des esprits, qui sont venus justement sur la Terre, selon la fameuse parole de Teilhard de Chardin. Nous ne sommes pas du tout des êtres humains tentant une aventure spirituelle, nous sommes des êtres spirituels tentant une aventure humaine, ce qui est tout à fait différent et ce qui inverse complètement le processus. Et donc à partir de ce moment-là, il y a tout ce moment d'involution dans lequel l'être humain descend de plus en plus, qu'il faut qu'il construise son moi, il faut qu'il construise l'outil qui va lui permettre d'agir, et donc c'est une grande dégringolade. Et cette dégringolade donne effectivement l'impression que on va à notre perte. Sauf que, et c'est très intéressant de vivre à cette époque-là parce que ça n'aurait pas forcément été possible de le voir il y a encore 70 ans, sauf que maintenant on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de gens, très nombreux dans la société, qui commencent à évoluer. C'est-à-dire qu'ils passent justement progressivement sur la conscience du 5e règne, la conscience de groupe, la conscience d'ensemble, la conscience de nous, la conscience de solidarité, d'arrêter de vivre pour sa pomme uniquement, mais de vivre par rapport à l'ensemble. Et ça se voit partout, et c'est en train de changer le monde dans une grande envergure, même s'il y a encore plein de gens qui sont encore en train de descendre et qui alourdissent et qui nous font craindre le pire. Mais en fait, non. Et c'est une grille d'analyse qui est passionnante, parce que comme vient de le dire Frédéric, donc, quand on cherche à dire, c'est bien gentil votre hypothèse, mais encore faut-il la démontrer, c'est ce qu'on démontre dans notre dernier livre, en prenant différents secteurs comme l'histoire économique, l'histoire politique, l'histoire scientifique, etc., etc. En fait, ce dont il est question, c'est que quand on descend en incarnation,
au tout départ, on est très encore lié au monde spirituel. Et puis progressivement, on perd le contact avec l'essence et on s'incarne, on construit ses corps, etc. Et d'une certaine façon, c'est ce qu'on appelle, c'est l'histoire des tribus, des clans, etc., où il y a un leader qui est en général plus avancé que les autres, mais tout le monde suit un peu comme un troupeau. Il n'y a pas de pensée par soi-même parce qu'il n'y a pas encore de mental véritablement développé. Et puis avec l'évolution et la scolarisation a développé beaucoup de choses, c'est-à-dire que le mental a commencé à se développer chez beaucoup de gens. Il y a toujours eu des gens qui ont eu un mental développé, hein, c'est pas... Et donc avec le mental, ce qui a été amené, c'est une certaine capacité à se définir et à réinterroger un certain nombre de dogmes, etc. Donc la conscience de masse où on obéissait sans se poser de questions à un leader ou à un chef se dépasse pour l'entrée dans une conscience individuelle où, alors, avec des conflits, avec des allers-retours, avec des difficultés et des dualités, entre l'appartenance au monde d'avant et puis vivre sa vie perso. Et là, ce qu'on voit, c'est véritablement le chacun pour sa pomme. Donc tout ce qui est important, c'est ce qui me concerne moi, c'est mon plaisir, c'est ma liberté. Et donc, à partir de là, c'est là que progrès et décadence sont liés. C'est-à-dire qu'on en a complètement plus rien à foutre de l'autre, quoi. C'est moi avant tout, moi d'abord. Et tout ça jusqu'à plus soif. Et ce n'est que quand on a été au bout du désir individuel et de je fais ce que je veux, quand je veux, etc., qu'il y a quelque chose qui se réoriente en nous. C'est-à-dire qu'on découvre d'une certaine façon qu'est-ce qui est essentiel, quoi. C'est juste me faire plaisir et puis après. Et donc progressivement, on passe dans la reconnaissance de l'autre, véritablement, parce qu'en conscience individuelle, on ne fait pas tellement attention à l'autre, on utilise l'autre. Et ça, c'est dire dans les relations affectives, dans les relations amicales, c'est qu'est-ce que l'autre m'apporte. C'est pas qu'est-ce qu'est l'autre, c'est pas le je te vois d'Avatar, hein, c'est en quoi tu peux me servir. Et donc là, au fur et à mesure, on reconnaît l'autre essentiel en nous, et et on s'ouvre et on passe d'une certaine façon dans une conscience d'ouverture à l'autre, dans une conscience plus de groupe, plus d'ensemble. Et puis progressivement, une fois qu'on développe, et là on voit bien dans la société combien il y a des dimensions de solidarité et de partage qui sont vraiment à l'œuvre, et puis ensuite, et donc là, cette découverte de l'autre avec un grand A, l'âme, ou la dimension essentielle, peu importe comment on l'appelle, continue. Et de plus en plus, d'une certaine façon, on devient des personnalités au service de l'essentialité, et non plus des personnalités qui se servent des opportunités qui sont là pour elles-mêmes. Et c'est ça l'involution. Donc on est passé de la conscience de masse à la conscience individuelle, à la conscience d'ensemble, et puis on va remonter vers la conscience du groupe et la conscience du tout, mais là, on n'y est pas. Donc ça, c'est aussi le chemin d'involution, évolution, qu'on a tous à parcourir au fil des nombreuses vies, des milliers de vies, effectivement, parce que ça, on n'en a pas parlé, hein. Effectivement, c'est sous-tendu par la loi des renaissances. C'est vraiment une grille d'explication du monde qui est stupéfiante quand on veut bien prendre le temps de la regarder comme hypothèse de travail, et puis de la vérifier à la lumière de ce qui se passe dans le monde, hein, de ce qui s'est passé les 100 dernières années et ce qui se passe en ce moment. Parce que vraiment, ça explique absolument tout ce qui se passe dans tous les secteurs. Et c'est vraiment, ça a même un effet un peu prédictif de où va le monde. Alors de quelle actualité on parle? Parce qu'il y en a plein. Mais tu vois ce qu'on disait là sur conscience de masse, conscience individuelle, conscience d'ensemble, c'est une grille qui s'applique aussi aux États et aux pays. Et donc il y a des pays qui sont en conscience de masse encore, il y a des pays qui sont en conscience individuelle, et il y a quelques pays qui commencent à entrevoir ce que c'est que la conscience de groupe et à fonctionner de façon en se fédérant. Donc, ce qui s'affiche, d'une certaine façon, c'est l'état de conscience des différents pays, sachant que dans chaque pays, il y a des individus de tous les états de conscience, mais qu'il y a un groupe majoritaire
qui donne, la note globale du pays. Donc ça, c'est déjà... Donc il y a plein de choses qui s'expliquent par des conflits qu'il y a dans le passage de la conscience de masse à la conscience individuelle. Donc tous les groupes qui essayent de s'autonomiser avec toutes les traditions qui les empêchent de s'autonomiser, c'est déjà quelque chose qui se voit dans le monde et qui est la résultante de ces états de conscience. Tous les mouvements de libération de la femme, etc., c'est aussi quelque chose qui montre, alors ça dépend de quel mouvement on parle, mais tu vois par exemple ce qui se passe au niveau de l'Afghanistan, c'est vraiment la conscience de masse et dans lequel les femmes essayent de s'individualiser pour avoir droit à la parole et le droit à l'existence et être reconnues comme des êtres à part entière. Donc là, on voit un passage d'une conscience à une autre. Pour continuer sur le rôle, sur la place des femmes, on voit aussi que le passage de la conscience individuelle à la conscience d'ensemble donne aussi tous les mouvements MeToo. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que avec le passage à la conscience d'ensemble, il y a quelque chose qui s'affiche et qui est on va vers des justes relations. Donc le fait d'aller vers des justes relations, ça implique systématiquement de dénoncer tout ce qui n'est pas juste. Et là, actuellement, ce qu'on voit, c'est tout ce qui n'est pas juste qui est en train de se dénoncer parce que ça n'est plus acceptable. Alors c'est vrai pour les femmes, c'est vrai pour les enfants, c'est vrai à des tas de niveaux. Donc c'est juste pour montrer là comment la difficulté de certaines femmes de s'émanciper par rapport à une conscience de masse et tous les conflits que ça amène, le formidable mouvement qui se fait actuellement de dénonciation des injustes relations, parce que la reconnaissance des justes relations pousse derrière. Donc on voit ça avec l'Église, on voit ça, voilà, tout ce qui est injuste, maintenant ça passe plus, quoi. Ça veut dire qu'il y a de la reconnaissance de l'autre. Donc on pourrait dire, oh la cata, quel monde dans lequel on est. Non, il faut voir l'énergie qui pousse pour que ça se manifeste. Quant à la manière de traiter les événements Covid, c'est une façon de les traiter tellement à ras les pâquerettes au niveau factuel. Personne ne se demande pourquoi, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire qu'il y a une interdépendance fondamentale. Ça veut dire qu'on n'est pas séparés les uns des autres. Ça veut dire qu'il faut trouver une autre façon de fonctionner et de relationner. Pas avec des gestes barrières, mais avec quelles sont les pensées nouvelles que l'on peut créer ensemble pour accoucher d'un monde plus juste à tous les niveaux. Et pas traiter un problème, une solution, un problème, un médicament. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a à foutre ensemble et comment on peut collaborer et vivre au mieux dans le respect de tous, y compris des virus. Mais bon. Voilà, tu vois, c'est une façon un peu... Enfin, ça, c'est vite dit, hein, mais c'est important de voir que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ça affiche les états de conscience de l'humanité en mouvement. Donc, et que l'évolution, c'est pas un long fleuve tranquille. Et puis qu'on a trop tendance à voir le monde des faits, le monde des événements, comme étant le monde unique. En fait, ce n'est que l'affichage de ce qui se passe au niveau énergétique. Donc c'est au niveau des énergies qu'il faut considérer les choses et éventuellement proposer des solutions. Et que les solutions proposées, ce n'est pas des solutions à effet immédiat, puisqu'il faut que le temps que les choses s'incarnent. Ce qui est intéressant de considérer dans le monde actuellement, et puis dans le parcours de l'humanité, c'est que tout ça, c'est ce qu'on avait l'habitude d'appeler avant du développement spirituel. C'est-à-dire que le développement spirituel, c'est le développement de la conscience. Donc par exemple, tout ce qu'a décrit Frédéric, tous les passages d'un état de conscience à un autre, tout ça, c'est du spirituel. Il n'y a pas de développement non spirituel. Il faut arrêter de séparer comme ça le matériel du spirituel. Hein, on dit quelquefois que l'être humain a deux jambes, il y en a une qui est matérielle et l'autre spirituelle, et pour que ça aille bien, il faut mieux marcher sur ces deux jambes plutôt que de s'amuser à être unijambiste, parce que c'est une vision de l'esprit que de séparer qu'il y aurait quelque chose qui serait l'esprit et l'autre qui ne le serait pas. Donc tout ça, c'est vraiment en union, et on peut voir vraiment qu'il y a une véritable
évolution de l'humanité à travers tous ces événements, à travers tous ces apprentissages, à travers tout ce qui se passe. On peut dire qu'on est en train de progresser à grands pas parce qu'on voit bien que ces états de conscience, on a quitté les états de conscience de suivisme, de masse, pour passer à l'individu, puis que maintenant on passe donc à une conscience d'ensemble, et que finalement, c'est ça, spirituel. Devenir progressivement âme sur terre, c'est passer dans ces états de conscience, et on peut dire que c'est ce qui est en train de vivre, ce qu'on est en train de vivre. Penser, apprendre à penser. Et non pas apprendre à réagir et à suivre des opinions. Mais c'est ce qu'il y a de plus difficile parce que ça demande de sortir des schémas traditionnels pour se brancher sur le monde des énergies et savoir effectivement qu'est-ce qu'on peut en décoder de nouveau. Ouais, je vais aller dans ton sens. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte du tout, pourtant c'est facile à démontrer, ne serait-ce que dans le quotidien, à quel point c'est la pensée qui crée le monde. Mais on ne sait pas penser. On ne sait pas penser du tout parce qu'on croit que la pensée, c'est simplement répéter ce qu'on a lu, les commentateurs politiques ou autres, qu'on croit que c'est simplement avoir des opinions, alors qu'avoir une pensée abstraite sur les grands problèmes du monde, c'est là où l'aspect philosophie est tellement important, on ne sait pas ce que c'est. Donc il y a très 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 peu de gens véritablement qui pensent le monde, donc on se contente généralement de le penser avec un A, c'est-à-dire de mettre des pansements. À ça, penser le monde avec un A, ça on sait faire, tout le monde s'en occupe, mais le penser avec un E, ça c'est une autre paire de manches, et vraiment ça c'est peut-être ce qui est plus important. Puis je pourrais ajouter quelque chose aussi, j'ai un petit peu tout à l'heure dit, c'est de réaliser que c'est la conscience qui crée les formes. Ce sont nos états de conscience qui créent nos états de vie, qui créent tout ce que nous vivons à n'importe quel niveau. Et donc, se pencher de plus en plus de notre côté conscience et non pas du côté forme. Or, pour l'instant, d'un point de vue anthropologique, les scientifiques sont toujours persuadés que c'est la forme qui crée la conscience. C'est parce qu'à un moment donné, l'homme se serait redressé sur un scénario multi-révisé et qui ferait qu'à un moment donné, on serait sorti de l'ancêtre commun avec le singe pour devenir ce que nous sommes. Ce qui n'est absolument pas exact. Et c'est ce qu'on montre encore une fois aussi dans notre dernier bouquin. On montre qu'en fait, ce sont tous les états de conscience qui créent le monde dans lequel nous sommes depuis le début de l'humanité et jusqu'à la fin. Et tu vois, un des remèdes, ça serait d'œuvrer à l'éducation de tous. Vraiment savoir que on est une humanité une, qu'on a tous à faire avec les énergies et que on vit sur cette terre de façon totalement inégalitaire. Mais plus l'éducation va être développée, plus on va amener les gens à penser par eux-mêmes, plus effectivement ça va permettre une créativité nouvelle. Alors il y a tous les pays non développés ou en voie d'émergence, comme on dit, chez qui il faut développer l'éducation. Et puis il y a un mouvement qui se fait en France, en Suisse et sans doute ailleurs, mais ça je ne sais pas, sur la philosophie à l'école. C'est vraiment, ça c'est le remède. Le remède, c'est amener chaque individu à reprendre sa souveraineté de pensée et à coopérer. C'est cette nécessité de coopérer qui est un remède, mais non pas pour appliquer des méthodes de coopération, mais pour sentir que cette coopération essentielle existe dans les mondes des énergies et que c'est ça qu'on a à incarner véritablement ici. C'est pas des remèdes, c'est pas des antibiotiques. Donc ça éradique pas le mal à toute allure, entre guillemets, hein, le mal. Mais ce qui est vraiment important, c'est de savoir aussi que tout ça, c'est un cheminement de l'humanité dans sa globalité, et chaque individu chemine, mais que ça prend en compte des milliers de vies. Donc, il y a des urgences à penser avec un A, là où la souffrance est trop grande, mais tout le travail d'apprendre à penser va prendre un certain temps, mais que ça, il y a des vies et des vies pour développer tout ça.
travail il prend une forme particulière parce que mensuellement, donc il y a les conférences que fait Patrice, et mensuellement on fait des ateliers où effectivement on apprend en groupe à reconnaître les énergies à l'œuvre. Et puis, c'est pas histoire de reconnaître les énergies à l'œuvre hors sol, c'est que tout ça, c'est un travail, c'est un cheminement vers l'impersonnalité. Donc c'est un cheminement pour effectivement incarner de plus en plus les énergies et ce qu'elles nous demandent d'incarner. Donc ben voilà, par rapport à Hercule, ben, je te laisse la parole. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un rythme intéressant des énergies si on considère que, comme tout à l'heure Frédéric citait la parole, nous sommes des énergies. Manipulées par des énergies et puis cherchant à manipuler des énergies. C'est-à-dire que chaque mois, des énergies sont présentes partout ici. Et peu importe notre signe astrologique, on est tous à la même enseigne, ben à un moment donné, au mois de janvier, on est tous sous l'influence du Capricorne, en Verseau en février, en Mars en Poisson, etc. Et on ne s'en rend même pas compte. C'est quand on commence à étudier un peu ces énergies qu'on se rend compte combien, même en regardant comment on a agi le mois précédent, combien on était complètement le jouet de ces énergies. Et c'est intéressant justement de les connaître pour arriver à comprendre comment on peut inverser, comment on peut arriver, nous, non pas à être manipulés, mais comment on peut manipuler ces énergies d'un point de vue créatif. Et c'est vraiment un vrai travail saisonnier. C'est-à-dire que finalement, il y a 12 mois, il y a 12 énergies, et ça correspond à une logique créatrice absolument fabuleuse, pendant laquelle on se prépare à recevoir certaines énergies créatrices pendant l'hiver. Au printemps, on les reçoit. En été, on les met en œuvre complètement, et en automne, on les intègre, et on les fait passer donc dans la concrétisation. Et nous, notre travail, c'est justement, ça se fait un petit peu sous cet éclairage-là. Chaque mois, quelles sont les énergies qui sont là, quelles sont les énergies qui sont présentes, et qu'est-ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous, qu'est-ce que ça veut dire pour la société, et comment on peut les utiliser par rapport à ça. Et on a écrit un livre qui s'appelle « Les travaux d'Hercule ». Ça peut paraître bizarre, parce que pour certains, Hercule, c'est peut-être un vieux truc mythologique un peu has-been. Ce qu'on sait peu, c'est que Hercule a été, il y a 5-6 000 ans en arrière, l'équivalent d'un Bouddha ou d'un Christ. Et c'est pour ça qu'il a laissé des traces mythologiques absolument énormes, qu'aucun autre héros mythologique n'a laissé, parce que finalement il a laissé un enseignement à travers ses 12 travaux, qu'il n'a jamais fait bien évidemment, mais c'est un enseignement qui montre justement toute cette progression spirituelle. Et donc c'est pour ça que notre livre montre comment, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est au mois de janvier, un Capricorne, qu'est-ce qu'on fait en Verseau, en suivant justement le travail d'Hercule, interprété de cette manière-là, et en le liant avec les énergies du mois. Alors, quand on dit on est des énergies manipulées par des énergies et manipulant des énergies, c'est vrai que le mot manipuler a mauvaise presse. Donc il faut vraiment l'entendre dans le sens de comment on peut danser avec les énergies. Un ostéopathe, il va nous manipuler énergétiquement ou structurellement, mais voilà, c'est pas le côté je vais t'avoir qu'il y a dans le manipulateur habituel, comme on l'entend parfois. Et donc, ce qui est vraiment important pour nous, c'est vraiment non pas de traverser le quotidien en aveugle, mais de vivre le quotidien en conscience de ce qui se passe. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure sur les différents types de conscience, masse, individuelle, etc., il y a des dualités. C'est-à-dire l'être humain, à partir du moment où il a découvert son essentialité, même s'il ne la nomme pas comme ça, il est en proie à des dualités permanentes. Il est en proie à de remises en cause. Et quand on perçoit des énergies, celles-ci s'imprègnent en nous et elles rencontrent un terrain qui n'est pas toujours adapté, donc ça fait des frictions. Comprendre ces frictions énergétiques qui se passent en nous, ça permet de les traiter avec plus de facilité. Ça ne veut pas dire que ça éradique toute difficulté, mais quand on sait ce qui nous arrive, c'est toujours plus facile que quand on ne sait pas ce qui nous arrive et qu'on est blackboulé par des choses sans comprendre. Donc en fait, tout notre travail, c'est de s'accompagner mutuellement, parce que dans les groupes, on s'accompagne mutuellement à la compréhension de ce qui se passe pour nous, pour œuvrer au mieux pour l'ensemble, en se servant des énergies du mois. Par exemple, ce mois-ci, il y a pas mal de gens qui voient s'afficher des choses qu'ils pensaient résolues. Ça veut dire que ça a été suffisamment travaillé, mais qu'il y a encore des choses à travailler. Mais rien de grave, puisqu'il y a des années et des vies pour travailler les mêmes choses. On n'est pas tout seul.
Ce serait un message... le mot qui vient, c'est espoir, mais espoir, ça fait comme si c'était vraiment quelque chose... faut l'espoir. Au sens espagnol du terme, esperar, ça veut dire attendre. L'espoir, c'est vraiment quelque chose qu'on attend. On ne sait pas quand ça viendra, mais c'est là. C'est-à-dire, on voit beaucoup de gens qui sont complètement désespérés parce qu'ils regardent la partie d'humanité qui est dans le bas de la courbe, qui s'individualise, qui vit complètement l'ego. Et quand on réalise que c'est normal, c'est un mal nécessaire, il faut s'individualiser pour ne pas replonger après dans des dépendances. Et donc il faut affirmer son indépendance, que c'est difficile, qu'effectivement ça pollue la planète, que c'est épouvantable, mais que ça va passer très vite. Et que déjà on voit les personnes qui montent les contreforts de l'évolution, qui déjà sont écologistes, sont déjà dans le respect, etc. Et que dans 2 siècles, ce sera vraiment la population majoritaire. Et donc il faut bien se rendre compte que non, il n'y a pas du tout à désespérer. Il y a simplement à comprendre qu'on est dans cette phase dangereuse, dans cette phase où effectivement ça détruit beaucoup de choses, mais que c'est pas du tout perdu, et que la suite est déjà annoncée, on la voit, et que c'est sûr qu'elle va arriver. Donc pour la majorité de l'humanité, donc c'est un grand sourire pour l'avenir. Ouais, attendre, ça ne veut pas dire être passif. Hein. Attendre, c'est en conscience de tout ça, sachant que ceux qui sont plus avancés sur la courbe que les autres sont passés avant par là-bas, mais c'est eux qui ont des responsabilités d'éducation, d'accompagnement, etc., pour effectivement qu'on monte vers la reconnaissance des uns et des autres plus rapidement. Parce qu'à l'échelle de la vie de l'humanité, ça paraît très très long. Et pourtant, cette fameuse courbe d'involution et d'évolution, on la vit tous sur une vie. Quand on naît, on descend la courbe, on se construit physiquement, on se construit émotionnellement, adolescence, mentalement, on affirme notre moi, et puis on commence à être sage avec les années qui remontent. Donc on la vit tous. De temps en temps. Oui, c'est vrai, de temps en temps, pas de long. Et donc, c'est vrai que quelquefois, il y a des gens qui sont effrayés, bon, pas toujours non plus, mais quelquefois, il y a des gens qui sont effrayés par l'adolescence et comment cet adolescent, comment il est devenu maintenant, centré sur lui. Mais en même temps, on s'en fait pas trop parce qu'on sait que c'est juste un moment à passer, puis qu'on est tous passés un peu par là, puis qu'après, ça s'agit. Il faudra se rendre compte que l'humanité est en train de passer tout simplement par un moment difficile, un peu comme ça, d'égotisme profond. Alors évidemment, c'est sur des centaines d'années au lieu de passer sur quelques années, donc ça impressionne beaucoup plus, mais c'est exactement le même processus. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce levé. Si tu apprécies le contenu de cette chaîne, abonne-toi. Et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti de nouvelles vidéos. Merci.